et en voyant où peuvent se croiser les notions. Et à partir de ça, on peut imaginer qu'on va arriver à une réponse cohérente. Qui es-tu? Je suis donc Julien Benayoun, cofondateur de l'agence Bold Design avec William Boujon. On s'est rencontrés à l'ESAT de Reims pendant nos études de design objet produit. Ensuite, moi, je suis parti travailler dans une agence de design chez Mathieu Lanner. William est parti, lui, en Pologne et aux Pays-Bas, pareil, en tant qu'assistant. Ça, c'était après nos diplômes. On avait déjà commencé à bosser un peu ensemble à distance. Et après, en 2010, il est revenu à Paris. On a pris nos premiers bureaux et on s'est installé en tant qu'agence de conception, design, produit, objets mobiliers, un peu de scénographie. Si je suis là, je pense aujourd'hui avec toi, c'est parce que, en 2016, on a conçu, développé avec une jeune entreprise qui s'appelait Doud, une imprimante 3D dépôt de fil. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé aussi à se mettre à l'impression 3D, qui est devenu un petit peu, qui nous a fait un petit peu plus connaître et un peu plus identifié dans le milieu du design. Bold, actuellement, c'est quoi? C'est plusieurs choses. C'est toujours une agence de 2 personnes en tant que noyau dur. Après, on s'entoure de savoir-faire complémentaire aussi en fonction des besoins et des projets. C'est une agence qui accompagne donc des entreprises de la redéfinition du cahier des charges, phase créative, enfin appropriation de l'univers, phase créative, prototypage, jusqu'à des premières séries, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, agence de conception, de design. Ensuite, on est fasciné depuis longtemps, c'est un peu des choses qui nous rassemblent avec William, c'est notre intérêt pour des processus de transformation de la matière en général, enfin les outils sont une de nos sources d'inspiration. Et donc on a aussi une espèce de laboratoire de recherche, donc là soit sur des projets auto-initiés, principalement autour de l'impression 3D, autour de collaboration, donc là c'est d'autres créateurs, architectes, designers, ingénieurs qui viennent nous chercher pour justement cette vision de design et impression 3D. Et aussi depuis le début, on fait des workshops avec des étudiants ou des professionnels et on donne parfois des cours dans des écoles. C'est à peu près les 3 pôles où chacun nous intéresse autant que l'autre et chacun alimente et nourrit l'autre. As-tu observé une évolution de l'impression 3D au fil du temps? Eh ben, écoute, c'est une bonne question, Silas. Ouais, on a vraiment vu une évolution, c'est-à-dire qu'au début, quand on en parlait, quand on posait la question aux gens, au sein de pendant des workshops ou autres, les réponses c'était « j'en ai entendu parler, c'est cool, j'en ai jamais vu marcher, j'en ai jamais utilisé ça ». Ça, c'était un peu quand nous on a démarré, auprès du grand public. Ensuite, les Fab Labs, faut savoir qu'en France, on est très friand de Fab Labs. Je crois que c'est un des pays où il y a le plus de Fab Labs au kilomètre carré. Et je parle des Fab Labs parce que c'est quand même un des outils de base d'un Fab Lab, donc les gens, c'est souvent par là qu'ils les ont vus. Ça rentre dans les écoles, donc nous on voit aussi, on peut observer ça, parfois on peut aider des écoles à s'équiper, les conseiller. Donc on s'est passé de « j'en ai entendu parler » à « ah oui, j'en ai vu », « ah oui, j'en ai utilisé », ah oui, j'en ai une. On l'a vu rentrer, en fait, un peu plus dans le quotidien. Alors les gens, tout le monde n'a pas son imprimante 3D, hein, ça reste quand même plutôt cantonné à des professionnels de la création, même si c'est un objet, et ça qui nous plaît, c'est un outil très démocratique. Et ensuite, nous, après avoir pendant quelques années expérimenté, imaginé des produits, collaboré autour de l'impression 3D des pots de fil, finalement en plastique, ça nous titillait un peu de changer de médium, et on a eu l'opportunité, vraiment à ce moment-là, c'est l'année où on se posait toutes ces questions-là, de commencer à expérimenter l'impression 3D terre au sein du 8 Fab Lab dans la Drôme, donc toujours un Fab Lab, lui qui a cette particularité d'avoir une machine qui fait 2 mètres de haut, qui permet d'imprimer des volumes de 50 cm de diamètre sur 80 cm de haut, et de mettre n'importe quel type de terre, ou on va dire de pâte, parce que finalement même on a collaboré avec d'autres designers, et on a imprimé autre chose que de la terre, de l'argile dedans, et même phénomène. C'est-à-dire que les gens, non, pas un peu différent, c'est-à-dire que les gens, quand on leur parlait d'impression 3D terre, il y en a un certain nombre qui nous disaient « ah ouais, ça existe ?» Non, c'est incroyable, c'est génial, etc. Et puis des gens qui ont commencé un petit peu à voir des objets apparaître dans cette technique-là, à peut-être voir des machines, etc. Même si aujourd'hui, ça reste encore plus cantonné à des professionnels céramistes ou designers ou architectes, voilà. Et puis, on voit aussi, on fait de la veille permanente, donc on va dans les salons et on voit toutes les technologies chaque année qui arrivent, le perfectionnement des matériaux, des applications, voilà, c'est déjà partout, mais ça va de plus en plus finement dans tous les environnements. On en voit de plus en plus des créateurs qui s'installent, qui développent leur activité comme ça, sur un principe de plus conception, enfin voilà, designer, maker, bon, qui n'est pas forcément notre cas aujourd'hui, mais voilà, donc oui, on voit bien l'évolution au fil des années. Que penses-tu des projets d'impression de biomatière et à grande échelle? Je ne sais pas s'il faut forcément l'imprimer en grand pour que ça ait un impact, parce que soit c'est peu de projets en grand, soit c'est beaucoup de projets petits, mais je pense qu'aujourd'hui on se pose des questions, on espère que ça avancera avec une agence d'architecture pour essayer d'imaginer des choses
concrètes à partir de ça, même si l'architecture c'est compliqué, la construction c'est compliqué parce que ça implique plein de normes, etc. Donc on n'y est pas encore, mais on peut se dire, réfléchir en termes d'impact sur l'impression d'une façade, par exemple en laserstone, qui serait ou non structurelle. Elle est pas structurelle, on met un peu de béton, mais c'est quand même pas que du béton. Donc ça veut dire on répond à deux problématiques, entre guillemets. La problématique de qu'est-ce qu'on fait de tous ces rebuts qui sont aujourd'hui incinérés ou enfouis. Donc déjà, on les retire de ce cycle ou de cette fin de vie malheureuse. Et en plus, on va utiliser moins d'un matériau qui lui-même un peu problématique, bien que qui apporte beaucoup de services, qui est le béton, qui emploie beaucoup de sable, beaucoup d'eau, d'énergie, etc. Sachant que les orthones, il faut savoir aussi qu'ils sèchent naturellement, on n'a pas besoin de le chauffer. Donc aussi en termes de consommation d'énergie, on est intéressant là aussi. Et soit on inonde le monde avec des objets en laserstone, mais en termes d'application, pareil, qu'est-ce qu'on va faire et quelle est cette fin de vie qui est non maîtrisée parce qu'on a dispersé toute cette matière auprès du public, je sais pas quelle application, et quel impact aura même, quel usage auront ces objets. Est-ce que je vais faire un vase en laserstone, est-ce que ça a un intérêt? Pour moi, faire une façade en laserstone, ça a beaucoup plus d'intérêt. Donc je pense que la question de l'échelle, elle est intéressante et on peut se dire que oui, après, il faudrait voir les données, tout ça, faudrait explorer un peu plus, mais comme ça, intuitivement, bah, je dirais cool. Le coût de ces techniques est-il un frein au développement? Toutes les nouvelles, entre guillemets, technologies ont toujours commencé un peu cher parce que c'est beaucoup de recherche et développement, c'est très expérimental, etc. C'est pas des choses maîtrisées, donc il faut déjà commencer à avoir des relativement lourds investissements pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir affiner les processus, affiner les outils. Aujourd'hui, par exemple, l'anecdote, c'est qu'on était 6, 7 ou 8 pour des machines dans le processus de création de production. L'installation première mue, c'est le nom de l'installation qu'on a fait en Laserson avec les filles de Hors Studio. Donc il y avait plein d'opérateurs sur des choses pas forcément très intéressantes, comme remuer la poudre pour qu'elle tombe bien dans le mélangeur. Ça, c'est pas des choses très intéressantes, c'est pas des choses où on va dire l'humain est le plus important, etc. Mais c'est quand même, pendant une journée, t'as quand même un humain qui va faire ce geste-là pour faire tomber de la poudre. Demain, ce sera peut-être un bout de machine, tu vois. Ça déjà, ça réduit les coûts, tu vois. Tout ça bout à bout. Il y a des ratés, parce que, comme je disais, c'est expérimental, donc on teste beaucoup. Voilà, tout ça, ça fait que c'est cher, mais comme tout, c'est amené dans le futur à baisser si ça se développe. Aujourd'hui, effectivement, c'est un frein, c'est-à-dire que nous, on a plein de super envies, mais si on n'a pas de sous, si on n'a pas quelqu'un à un moment donné, là, typiquement, première mue, le projet en Laserstone, il a été possible parce qu'on a été lauréat de Monde Nouveau, donc on a reçu une enveloppe. Enfin, déjà, il a fallu convaincre, rassurer dans le fait que c'était possible, donc on a fait des tests en amont, et ensuite, on a eu cette enveloppe pour pouvoir payer les partenaires, se dégager du temps, etc., pour développer ça. C'était pas énorme, on n'a pas gagné vraiment d'argent sur ce projet-là, mais en tout cas, on a pu le faire déjà, et c'est quand même super important. Comment conseillerais-tu d'aborder la conception avec un biomatériau? Je dirais de l'aborder un peu comme on peut aborder n'importe quel projet de design, c'est-à-dire que nous, que ce soit un projet qui mêle, qui soit lié à de l'impression 3D ou à l'outil numérique, en fait, à tout outil, on va essayer de prendre en compte un certain nombre de contraintes qui peuvent a priori parfois paraître contradictoires, difficiles à faire cohabiter, etc. Et pour nous, une partie de notre travail en tant que designer, c'est de creuser tout ça, de croiser tout ça, de faire des ponts pour dégager une certaine cohérence, faire une synthèse et aboutir à une cohérence. On constate que souvent, grâce à ça, on arrive même à dépasser le cahier des charges. Pour revenir à ta question de l'impression 3D et des biomatériaux, pour moi, il faut interroger ce qu'est cette matière ou ces matières qu'on va employer. Comme aujourd'hui, le métier de designer, je pense qu'un pas mal de métiers s'est complexifié et qu'on essaie de sortir d'une conception linéaire la question de d'où vient cette matière, qu'est-ce qu'elle implique, en fait, son extraction ou sa récolte, ce flux-là, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les propriétés de la matière. Et puis aussi, on va mettre dans la balance des questions un peu d'usage. J'ai de la matière, j'ai un outil de transformation de cette matière pour lui donner une forme. Et bien cette forme, dans cette matière, à qui elle va servir? Pourquoi? Est-ce que son usage a un sens dans un contexte donné? La matière, forcément, tu la prends quelque part. Est-ce que l'usage que tu vas lui donner, il est à l'autre bout du monde? Est-ce qu'il est à quelques kilomètres? Est-ce qu'il est même au sein de là où tu as pris cette matière-là? Donc en fait, le cahier des charges d'une certaine manière, il se dessine, il peut se dessiner si on essaye de prendre chaque élément finalement de la mind map en essayant de l'interroger et en voyant où peuvent se croiser les notions. Et à partir de ça, on peut imaginer qu'on va arriver à une réponse cohérente avec tout ce que le designer aussi avec ses outils, sa sensibilité, son intuition, etc. va mettre à travers le dessin, à travers des process aussi de co-création, peut-être avec les gens que tu imagines avoir besoin de ces choses-là, à travers des enquêtes, peut-être des interviews pour trouver la même chose. Parce que je pense que niveau 1, on va dire, tu te dis, bon, j'ai une super matière, j'ai un outil, je fais des objets et
c'est à la limite déconnecté d'un contexte pour des galeries, pour des éditeurs. Voilà, c'est déconnecté d'un contexte. Mais tu peux faire des choses qui sont, voilà, qui pourraient avoir pour d'autres plus. Il n'y a pas vraiment de jugement de valeur, mais en tout cas, pour un projet, moi, que je trouve le plus riche, c'est quand il prend en compte ces problématiques-là, quoi, toutes ces questions. Quel est le sens de créer un matériau imprimable à partir d'une poudre? Pour quel rôle? En fait, ça, finalement, si ta poudre, c'est un déchet, à la limite, ça veut dire que peut-être que ta colle pourrait se suffire à elle-même pour imprimer, et puis t'aurais une espèce d'impression de colle, je sais pas quoi. Mais du coup, t'aurais 100% de colle. Le fait de mettre cette charge, c'est juste une charge. Ça veut dire que ça va faire baisser le pourcentage de colle. Et ça va aussi peut-être délester un contexte d'un certain tonnage, enfin, ça dépend à l'échelle du projet aussi, de cette poudre. Donc là, oui, ça peut avoir cet impact-là de dire moins de colle et puis moins de déchets à l'endroit où je l'ai pris. Mais c'est un peu le niveau 1 du truc. C'est-à-dire que si, au filles de Hors Studio, quand elles parlent de Laserstone, elles ont constaté que ce matériau-là, il avait des qualités acoustiques, phoniques, etc. Donc tu peux un peu l'isoler d'une certaine manière, des capacités, des qualités thermiques, c'est-à-dire que ça va emmagasiner la chaleur, ça va la diffuser, et donc forcément ça aussi ça donne des idées d'application qui peuvent avoir plus de sens. Si tu arrives à dire c'est pas par défaut que j'ai choisi ce matériau-là et que je décide d'en faire un matériau imprimable, c'est aussi parce que il apporte ça, il réagit comme ça, il fait ci, il fait ça, et je vais d'ailleurs exploiter, je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est pour un matériau, on va dire que ça va, ces caractéristiques-là pour aboutir à tel usage, à tel objet. Tu entends tout de suite que c'est plus riche, quoi, dans la démarche. Faut-il respecter l'essence des matériaux qui constituent la matière imprimable? Est-ce que l'essence, c'est la forme que ça avait, ce que c'était avant? Tous les projets en bois ne font pas référence à l'arbre dont il est issu, quoi. Et je pourrais te faire un sorte de cet exemple-là avec tous les matériaux. Le cuir, tu ne dis pas dès que t'as des bottes, tu vois pas la vache, quoi. Les matériaux, à un moment donné, c'est au-delà de son origine. Après, ça peut être une source d'inspiration. Ça arrive dans certains projets que tu vois ça, que tu fasses référence à ce que c'était avant, mais c'est une partie des possibilités. Et il y en a plein d'autres qui sont plutôt sur les qualités intrinsèques. Ça dépend à quel niveau tu te positionnes, quoi. C'est un peu comme le biomimétisme ou le biomorphisme ou une chose comme ça. C'est-à-dire que est-ce que tu prends les caractéristiques visuelles de l'élément ou les caractéristiques physiques, chimiques, mécaniques, thermiques, acoustiques, que ça produit à une autre échelle ce matériau-là. Et je pense que la deuxième solution est plus intéressante et c'est celle qui est la plus répandue parce que tu peux pas non plus toujours faire référence à ce que c'était avant. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens dans pas mal de cas. Quel futur pour l'impression 3D selon toi? C'est vrai que quand je parle d'effet wow, alors pareil, je peux faire des analogies, mais ça c'est l'histoire des techniques, c'est-à-dire que la première chaise monobloc en plastique, la première chaise cantilever en porte-à-faux, en tube d'acier, la chaise tonnet en bois cintré, etc. À chaque fois, nouvelle technique, nouvelles applications. Donc là, j'ai pris trois chaises, parce que ça a aussi marqué l'histoire des techniques et du design, c'est assez pratique. C'était waouh. Mais comment est-ce possible? Comment on a fait? Et avant, on était incapable de faire ce qu'on a fait là. L'impression 3D, exactement la même chose. Et après, soit on parle du grand public, c'est fait waouh. Je sais pas si je parlais forcément du grand public. Et on voit que dans l'industrie, c'est des choses qui sont employées, développées depuis longtemps, qui sont dans plein d'éléments de projets où l'impression 3D est invisible. On l'utilise pour ce qu'elle est et ce qu'elle permet. Donc là, on parle pas d'effet waouh, on parle de possibilités techniques et de progrès, on va dire, techniques, etc. Et après, oui, je pense que, pareil, comme toute technique, c'est un peu la naissance, l'enfance, l'adolescence, et puis après, bon, voilà, ça nous intéresse un peu moins. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il va falloir un peu plus se creuser la tête et aller chercher des choses pertinentes, intéressantes et qui justifient l'utilisation de ces techniques plutôt que juste une démonstration, quoi. On passe de la démonstration et de ce que j'appelle l'effet waouh à quelque chose de peut-être plus posé où, ok, c'est bon, on a compris, c'est chouette, machin. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Encore une fois, je pense qu'il y a une différence des petits designers qui font leur truc dans leur coin, qui vont le vendre à des particuliers ou des choses comme ça, et puis l'industrie, il y a un autre niveau aussi par rapport à ça. Faut-il s'attendre à une démocratisation de l'impression 3D? Sur l'architecture, il y a presque l'architecture, on va dire, artisanale à la Ronald Rael, que j'aime beaucoup, donc je suis beaucoup le travail. Après, t'as des choses effectivement un peu plus NASA, je crois que c'est Big, et d'ailleurs, la grosse agence d'architecture qui aille ou a travaillé sur des projets d'habitat imprimé en 3D avec la NASA, qui a toutes les échelles un peu à ces niveaux-là. Et pareil, il y a des solutions qu'on continue à pousser, des idées, il y a différentes méthodes pour l'architecture et l'impression 3D. Est-ce qu'on a l'échelle du module, du préfabriqué, du construit sur place? Et je pense que peut-être que toutes ces voies-là vont trouver leur place. Et pareil, encore une fois, elles vont se développer, elles vont se croiser. Je vais encore dire pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu parlais d'impression 3D chère, notamment les orphelins, etc. Moi, maintenant, je vais te rétorquer impression 3D moins chère pour justement peut-être construire des lotissements. Je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, j'ai pas forcément les références en tête, ou demain, dans un futur assez proche. Bon, parce que la machine va être bien rodée, on aura bien maîtrisé le process. On n'a pas parlé depuis le début de cette interview, mais l'intelligence artificielle qui commence à s'immiscer partout, et notamment aussi dans l'impression 3D, dans la construction évidemment.
et dans la conception, machin, ça on le sait. Demain, un lotissement coûte 2 fois moins cher à imprimer en 3D qu'à demain, les lotissements seront imprimés en 3D. Puis même, pourquoi pas, personnaliser en plus. Parce que l'impression 3D, c'est ça que ça permet peut-être encore plus facilement. Bah, le futur, c'est quand même pas mal de techniques et d'outils, c'est une démocratisation, d'une certaine manière. C'est mis ça toujours plus dans le quotidien, et j'espère, voilà, ça c'est un souhait, mais en même temps, je parlais du plastique, avant c'était précieux, c'était incroyable, on en faisait des choses relativement intéressantes. Aujourd'hui, c'est tellement partout qu'on en fait plein de gadgets qui n'ont absolument aucun sens. Donc l'impression vraie, ça sera toujours, faut faire un parallèle avec les autres techniques. Du coup, il y aura toujours du bon et du mauvais. Là, pour le coup, comme tout, grosse porte ouverte, mais il y aura du très très bon et du très très inutile, comme aujourd'hui, et ça continuera demain. Merci beaucoup Julien d'avoir pris ce temps-là et d'avoir répondu à ces questions. En prie.